Bien, mesdames et messieurs, nous sommes enchantés à la Fondation Bodmer de vous recevoir pour la troisième de nos conférences sur la série sur les imprimeurs et éditeurs genevois. Aujourd'hui, nous allons parler des bardes, plus exactement de Bardes et Manchet. J'en profite pour vous rappeler que la semaine prochaine, nous parlerons des Bonnans, et le 12 juin, cette fois-ci un jeudi 12 juin, nous parlerons des éditions Slatkin avec les Slatkin. Alors aujourd'hui, place aux Bardes. Et je remercie Madame Noël Hildebrand-Bard et son mari, Rémi Hildebrand, de nous présenter, non pas cette fois-ci une dynastie d'éditeurs, mais des éditeurs du XVIIIe siècle, très importants, parce que non seulement ils ont fait des récits de voyage, mais parce qu'on peut déjà le dire, en prime, ils ont été les premiers éditeurs des Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Et maintenant, place à nos deux conférenciers. Mesdames et messieurs, merci infiniment d'être venus à midi à la Fondation Bodmer. Merci aux propos de Bernard Lescaz. Évidemment, c'est un plaisir de vous parler de ce que nous avons apporté et récolté pour cette conférence. Donc, je voudrais dire que cette série de conférences est dans une mouvance tout à fait actuelle, puisqu'ici, vous avez ce qu'on appelle, au mois d'avril dernier, il y avait au Canada une série concernant l'encyclopédie de la pensée moderne et les recherches sur la modernité avec des archives du Canada. Donc, plusieurs universités, c'est pour toi, pour tes archives personnelles, voilà. Ensuite, je voulais vous dire qu'il y a des personnes qui se sont excusées, notamment il y a des membres de la famille Bard qui ne sont pas à Genève, qui sont à Paris, et qui se sont excusés. Alors, se sont excusés Jean-Philippe Bard, qui est un petit cousin, et sa sœur Muriel Heilmann-Bard, et puis mon cousin un peu plus proche, Michel Bard, que tout le monde connaît, qui était l'ancien secrétaire des syndicats patronaux. Dans le petit dossier qui a été préparé par Mme Dubois de la Fondation Bodmer, donc vous avez deux papiers qui résument un petit peu notre propos. Il s'agit des deux frères, Bard, et du pasteur aumônier à la Barde. Donc ces deux documents, c'est un peu pour montrer l'actualité à travers la tribune de Genève du propos d'aujourd'hui. Donc, la dynastie Bard, on parle de la dynastie Bard, on parle de la dynastie Bard dans un ouvrage de la tribune de Genève. Donc c'est un article qui montre qu'il y a eu deux frères, que vous avez ici, des jumeaux, Henri et Jules Auguste, dont on parlera plus tard. Voilà. Alors, peut-être que je vous ai présenté les deux personnages qui ont fait la une de la tribune, Henri et Jules Auguste, et à la barre, on va peut-être vous demander de consulter votre arbre généalogique. Voilà. Comme ça, on va se situer dans l'arbre. Donc, vous avez Pierre qui arrive à Genève. Voilà. Noël va vous expliquer comment interpréter et décoder cet arbre généalogique. Donc le premier qui est arrivé ici à Genève, c'est Pierre, vous avez tout en haut de l'arbre, qui est arrivé au moment de la révocation de l'édit de Nantes, avec ses fils, ou en tout cas son fils, une fois c'est ses fils, une fois c'est son fils, et son fils Jean-Daniel, que vous avez là, ici, sur ma gauche et sur votre droite, a eu 3 enfants, dont Jean-Paul, qui est le libraire, 1754-1798, dit Paul Bard. En fait, des fois on dit Jean-Paul, des fois dans les manuscrits, dans les écrits, on parle de Paul Bard, qui était libraire et éditeur, dont on va parler tout à l'heure, et qui est mort très jeune, à 44 ans, sans descendance. Et mon mari va reprendre la relève pour vous parler de sa carrière d'éditeur, puisqu'on est là, c'est le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Et je poursuivrai après pour les différents membres de la famille dans l'arbre. Voilà. Donc vous avez deux comptes rendus
vous avez un compte rendu de la Société d'histoire et d'archéologie de 1943, et vous avez une thèse de doctorat en lettres de M. Kleinschmidt, c'est un Américain, Jean-Rodolphe Kleinschmidt, qui a analysé ou fait la radiographie de l'édition genevoise de 1770 à 1798. C'est paru chez Julien. Voilà ce qu'il dit. 2 libraires éditeurs genevois à la fin du XVIIIe siècle. Paul, ou Jean-Paul, ça dépend des années, Paul ou Jean-Paul Barthes, et Gaspard Joël Mangeur. Alors, ne soyez pas trop tatillons. Des fois, on ne dit pas Gaspard Joël, on dit un autre prénom. Et il est médecin. Alors, Barde, c'est un homme du monde et homme d'affaires, actif et entreprenant, ne redoutant pas les voyages même lointains, utile à son commerce. Jean-Paul Barde, donc, est né en 1754, il meurt en 1798. Donc, il meurt à 44 ans. Alors, le drame, il meurt très tôt. Deuxième drame, il n'a pas de successeur. Voilà. Il avait acquis les fonds Chirol et Gosse. Il s'est établi en 1782 dans 3 magasins, donc tous situés dans la vieille ville, du haut de la cité et au Grand Mézel. Il avait bientôt pris un associé en la personne de son beau-frère, Gaspard Joël Manger. Et alors, vous avez devant vous, vous avez exactement un des livres qu'ont édité ce duo, Barde et Manger. Et si vous prenez une loupe, vous voyez Voyage sentimental de Stern, et c'est à Genève, chez Barde et Manger et compagnie, imprimeur libraire, on a dit 1779. Voilà. Et je vous remercie infiniment, monsieur, d'avoir extrait de votre bibliothèque ce texte, rarissime. Donc on l'aura, vous pouvez le voir pendant 2 heures. Après, il disparaîtra dans la bibliothèque, vous ne l'aurez plus. Voilà. Ça, c'est un scoop exceptionnel. Voilà. Je vous remercie infiniment. Ensuite, une sorte de conseil de commanditaire fort bien composé l'assistait dans ses avis. Sa clientèle devient nombreuse à Genève, dans le pays de Vaud et à l'étranger. Comme en témoignent des lettres du fameux docteur Tissot. Tissot, vous savez qu'il a eu des relations épistolaires avec Jean-Jacques Rousseau. Il avait une immense réputation à Lausanne. Le docteur Tissot de Lausanne et de Bonaparte, qui alors était simple lieutenant à Valence. Paul Barde, donc Jean-Paul Barde, seul, puis Barde et Manger, on vient de le prouver, ont édité, sans parler de certains codes, d'un petit journal politique, Le Bonhomme, le bon homme, le bonhomme. Des ouvrages de Sénébier, de Bourrit, de Mallet, du syndic André Laville, dont on va parler, de M. Pierre Prévost, de François Hubert. Ils imprimèrent une vie de François Lefort, parenthèse, par un autre membre de sa famille, mon épouse, et parente de François Lefort. Du côté de ma grand-mère maternelle, c'était une Lefort. Par hasard, voilà. On revient. Et plusieurs traductions de l'anglais, celle en particulier d'Evelina, roman de Miss France Barnet, écrivain aussi fameux que Walter Scott, et que la reine Marie-Antoinette lut dans sa prison. Mais l'ouvrage de beaucoup le plus célèbre sorti de cette maison d'édition est la seconde partie des Confessions de Rousseau. J'ai apporté une partie des œuvres des Confessions de Rousseau, une partie des œuvres de Rousseau, voilà. Ici, vous pouvez la consulter tout à l'heure. Voilà.
qui lui valut attention, une belle réclame, mais de pénibles démêlés avec l'autorité genevoise de censure et certains détenteurs de manuscrits et des dernières volontés du philosophe. Ah, voyez, quand on commence à éditer Rousseau, à l'époque, parce que Rousseau avait demandé qu'on édite cela après sa mort. Quand on commence, alors évidemment, il y a tous ceux qui sont pour Rousseau, ceux qui sont opposés à Rousseau, ceux qui ont la première version, la deuxième version, la troisième. Voilà. Donc vous avez compris. Juste avant de mourir, il tente cette opération exceptionnelle et Barde et Manger ont eu pour successeurs 3 générations, Cherbulier, Philippe Dur et son fils. Voilà. Ensuite, on peut dire que Jean-Daniel Barde, après avoir exploité avec son frère Pierre un commerce de draperie, se voit à la librairie dès 1782. Vous voyez, tout est marqué là. Donc, papa. Fils de Jean-Daniel. Une réclame paraît la même année, en 82, Paul Barde et compagnie, libraire. Une semaine plus tard, il annonce l'ouverture d'un prochain cabinet littéraire. La feuille du 18 janvier 83 le traite d'imprimeur et signale l'accroissement de son cabinet par les fonds des anciens cabinets de Pierre-Hugues Véra et de Simon Pigeon. Il eut comme associé en 1784 son beau-frère, Gaspard Joël. Bernard Lescas pourra nous développer les aléas de cette période révolutionnaire tout à l'heure. Preuve en soit la déclaration de l'auditeur Mallet lors d'une perquisition en 1789. Voilà ce que dit Mallet. Ayant pour toutes sortes d'informations, pour découvrir si personne d'autre ne débitait dans la ville l'ouvrage que l'on cherchait, nous avons appris personne. Ce qui nous a d'autant moins étonnés qu'aujourd'hui, les sieurs Barde et Manger sont les seuls libraires. Le 15 janvier 1794, la société fut dissoute, Barde et Manger étant tous deux chargés de la liquidation de l'affaire. Une lettre circulaire du 23 avril 1994 indique l'intention de chacun de continuer pour son propre compte un commerce de libraire. L'imprimerie fut vendue en septembre de cette même année à Jean-Joseph Luc Sestier et Pierre Francourt pour 400 louis d'or neuf. Barde mourut quelques jours avant l'annexion française. Donc, pour mémoire, si vous voulez vous promener dans la vieille ville, l'imprimerie et la librairie existaient rue de la Terre-Tasse, ce qu'on appelle la maison là-bas. Ils étaient à la rue de la Cité, maison là-bas toujours, et la grande rue vis-à-vis de la résidence de France. Vous voyez, vous avez 3 lieux. Quoi, tout le monde connaît la résidence de France, c'était en face. Voilà. Donc, on pourrait peut-être s'attarder sur quelques ouvrages, quelques publications. Alors, vous avez le feuillet numéro 1, vous avez la partie ouvrage juridique. Alors, je les ai classés par catégorie. 4e page. 4e page, feuillet numéro 1. Vous avez juridique, vous avez la collection des lois, vous avez Naubert-Bénédicte, vous avez le Code genevois, l'état civil, le droit public, la mémoire de Sieur Mallet. Puis après, vous avez un journal politique, le Bonhomme, vous avez les sermons théologiques de Rochemont, Romilly et Leclerc de Chepchen. Vous avez les ouvrages politiques, la Constitution d'Angleterre, dictionnaire historique de De Haller et Jacques Necker sur le compte-rendu au roi. Vous avez les chroniques historiques, le journal d'une esclave persane, l'histoire du Danemark, la vie de Frédéric II, la correspondance de toujours Frédéric II, roi de Prusse. Et vous avez les chroniques de voyage. Vous avez le voyage d'une famille anglaise.
vous avez la vue pittoresque de la Jamaïque, vous avez la description de la Savoie par Bouritz, de Mallet, les anciens Danois, la carte de la Suisse, l'hommage à de Saussure et son expérience dans l'ascension du Mont Blanc. Vous avez le voyage en Pologne, le voyage des Alpes, le précis historique de Lefort. Vous avez des écrits scientifiques, la recherche physico-mécanique, l'observation sur les abeilles, Jean Senébier, Horace Bénédicte de Saussure. Vous avez les écrits littéraires, Marie-Émilie de Montaclot, Mallet, Jean-Jacques Rousseau, Nicolas Jean-Hugo Basville, Cazotte, Laurence Stern. Et c'est ça, voilà. Voilà. On retombe sur nos pas, vous voyez? Voilà, vous avez exactement, traduit par Frénard. Donc Laurence, c'est un homme. Conférence d'Arabie. Voilà. Et on était où, là? Voilà. Vous avez le Gros, vous avez la grammaire des dames, l'histoire littéraire genevoise, le cabinet des fées, Samuel Richardson, l'or ou lettres de quelques femmes de Suisse. Vous avez même une leçon de psychologie, vous voyez. Et puis vous avez un catalogue en 89. Voilà. Vous les avez un petit peu, vous voyez, en quelques années, ils éditent tout cela. Voilà. Alors, si je puis juste la compléter, cette liste est particulièrement intéressante parce que vous y trouvez non seulement des ouvrages en tant qu'imprimeurs, éditeurs à Genève qu'ils étaient quasi obligés de publier, comme l'État civil de Genève de François Naville, qui est en fait une sorte de mémoire sur le droit civil genevois dont on va vous reparler peut-être un peu, ou les édits de 1791, mais il y a aussi des ouvrages qui font qu'on ne sait pas trop s'ils étaient plutôt conservateurs ou progressistes. À la Révolution, ils sont contre, on voit qu'ils sont plutôt conservateurs. Mais publier par exemple le compte-rendu au roi de Jacques Necker, le republier, c'est évidemment faire œuvre de progressiste, puisque toute la France, il avait été publié à Versailles en 1781, s'intéresse aux dépenses de l'État français. En revanche, publier le fameux Paul-Henri Mallet, dont on vous a parlé, qui est un archi-réactionnaire et qui, sous la Révolution, va publier des pamphlets, et ce Paul-Henri Mallet a quelque chose de très intéressant, il s'intéresse à l'histoire du Danemark, aux Eddas, aux vieilles légendes scandinaves, et c'est l'un des premiers en Europe, à cette époque, ce Genevois, à s'intéresser aux runes, à la littérature runique, etc. Dans les chroniques de voyage, qui semblent être, au fond, parmi les œuvres de prédilection, sans doute parce que ça se vendait bien, vous avez bien sûr Bourri et de Saussure, qui sont les précurseurs de l'ascension du Mont Blanc, mais vous avez aussi une œuvre très intéressante de William Beckford, Vue pittoresque de la Jamaïque. Alors, William Beckford, il est surtout connu en français pour être l'auteur de ce conte oriental intitulé Vathek. Et c'était l'un des plus riches planteurs, son père était déjà planteur à la Jamaïque, et donc Beckford, lui, le fils, a surtout vécu en Angleterre, a fait un voyage en Italie et a collectionné des choses magnifiques, et notamment des miniatures moghols, etc. Beckford est quelqu'un de très intéressant qui a vécu à Lausanne et qui a passé par Genève, et c'est probablement là qu'il a rencontré Bardémanchet. Voilà ce que je voudrais juste vous dire, pour ne pas déflorer ce qu'il va faire. Vous remarquerez aussi qu'il y a une édition du Cabinet des Fées. Le Cabinet des Fées, c'est un grand recueil de contes de fées, Madame d'Aunoy, etc., en une quinzaine de volumes au moins.
c'est très long. Et je peux vous dire que Jean Starobinski m'a dit une fois combien il était heureux d'avoir pu découvrir les contes de fées dans une édition du XVIIIe siècle des cabinets des fées que son père avait. Vous imaginez ce futur 18e à 12 ans en train de lire des contes de fées dans une édition du XVIIIe siècle. Et puisqu'on en est aux petites anecdotes, il est très intéressant aussi de savoir que ce sont les Cherbulier qui ont succédé à Bardet-Manger, car au XIXe siècle, Joël Cherbulier et les autres, dont descendra Victor Cherbulier, le seul Genevois à ce jour membre de l'Académie française, possédaient toujours une librairie, cabinet de lecture en partie, à l'angle Tertas, rue de la Cité, qu'on en a des photos, et notamment une photographie très intéressante où l'on voit dans une vitrine des livres et dans une autre vitrine des bouteilles de vin. Car au XIXe siècle, les libraires genevois avaient le rare privilège de pouvoir à la fois vendre du vin et des livres. Si bien qu'on peut imaginer que quand Amiel raconte dans son journal qu'il va à la librairie Cherbulier feuilleter des livres qui s'installent, on lui offrait aussi un verre de vin en tant que bon client. Je m'interromps là pour reprendre, laisser Rémi reprendre sur Rousseau ou François Navid. Navid, voilà. Alors, pour continuer ce que dit François Bernard Lescaz, rappelez-vous, Rousseau, le premier qui arrive à Genève, c'est Didier, il est marchand de vin et éditeur. Vous voyez? Il vient de Paris, il fuit la religion catholique qu'on lui impose, il arrive à Genève et il est marchand de vin avec ce qui est... Et chaque fois, c'est expliqué, ce qui est modifié, ce qui est transformé. Il y a des mots qui sont... Il y a des... Puisque tout est manuscrit, et effectivement, il y a peut-être des mots qu'on n'a pas pu comprendre. C'est possible. Hein? Des numérotations de pages. Voilà. Il faut dire qu'à la fin du XVIIIe siècle, au XIXe siècle, au début, on n'avait pas les méthodes critiques qu'on a aujourd'hui, et que vis-à-vis du texte des auteurs, on prenait parfois quelques libertés. Un exemple frappant à ce sujet, c'est l'édition du journal de Casanova. Il l'a écrit en français, l'éditeur allemand avait le manuscrit enfermé dans un coffre, mais les éditeurs du début du XIXe siècle ont trouvé que ce Casanova était un peu lascif, un peu jouisseur, et qu'il ne convenait pas de donner l'intégralité de son texte. Et donc la version qui a été publiée jusque vers les années 1960-70 du XXe siècle, pendant 150 ans, était une version qui n'avait jamais été celle que Casanova voulait, du texte de Casanova. Et c'est donc seulement maintenant que nous pouvons, depuis une vingtaine, trentaine d'années, bénéficier du texte intégral tel que l'a voulu Casanova, sans et d'adoucissement dû aux bonnes mœurs, etc. Donc la nouvelle version de la Pléiade est juste, mais la version magnifiquement éditée de la Sirène dans les années 20 est pas du tout conforme au texte de Casanova. Ça, c'est pour expliquer que parfois les auteurs sont victimes de leurs éditions au XIXe siècle encore. Est-ce qu'il y a encore une question? Monsieur Petit-Pierre, est-ce que vous avez une question, vous qui êtes venu spécialement... Avant qu'il y ait la vente pour ceux qui veulent, voilà. monsieur. Je dédicace quand vous voulez le livre qui est ici. Évidemment, il est à votre disposition. Et puis là, il y a de la publicité sur l'espace Rousseau, ou la maison Rousseau de la littérature. Et évidemment, si vous ne l'avez pas visité, je vous encourage à visiter la maison Rousseau de la littérature. Et il y a toujours des manifestations, il y a des conférences, il y a des expositions sur la littérature actuelle ou la littérature ancienne. Servez-vous. Et puis, je remercie évidemment la personne qui a fait le film pour la Fondation Bonne Mère, parce que, évidemment, vous pouvez vous tourner vers les personnes qui posent des questions, comme ça elles seront immortalisées. Voilà. Oui, Madame Franceschetti. Madame Franceschetti. Vous avez une mort, je voulais juste des précisions sur ce... Donc c'était Edmond Bard, qui, je ne sais pas si j'ai bien saisi,
qui aurait soigné. Non, ça c'est son... Ah, ça, Jules Auguste. C'est Jules Auguste qui a soigné M. Ophtalmologue. Rothschild. Ophtalmologue. Comme ophtalmologue. Ben, Jules Auguste, il est de 1841-1914. Donc, Et c'est, ayant soigné le baron de Rothschild, c'est comme ça que l'hôpital ophtalmologique Exactement. Rothschild se serait fait au il Paris. paraît que maintenant c'est L'auberge de jeunesse. l'auberge de jeunesse qui Ouais. est dans les locaux de l'ancien hôpital de Rothschild. Merci beaucoup. Vous voulez poser une question? Alors, je tiens encore à signaler, puisqu'on en est aux actualités, que la revue historique vaudoise a consacré un livre entier, un numéro spécial, livre et lecteur en terre vaudoise, une histoire à écrire. Vous voyez qu'il y en a déjà 500 pages. Et il y a là quand même 2 articles au moins qui peuvent intéresser les Genevois. C'est d'une part un article du célèbre 16e Jean-François Gillemont sur un imprimeur modeste, Jean Ribéry, au XVIe siècle, mais qui a aussi imprimé à Genève, et puis plusieurs articles sur l'encyclopédie d'Yverdon, cette encyclopédie protestante qui reprend en partie le schéma de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, et même un certain nombre d'articles, mais revus, je ne veux pas dire à la sauce bernoise, mais disons suivant l'esprit des Lumières, du Pays de Vaud et de Berne, et qui est aussi très intéressant. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être venus. Nous applaudissons bien fort Madame Noël et je vous invite à prendre le verre de l'amitié. Merci À infiniment. côté, non sans avoir, si vous avez le désir, acheter la petite plaquette de Monsieur Rémy Ilmanquier. Monsieur Audrey et de Suzanne Desarts. Il épouse Madame Galatin, fille d'Abraham. Il étudie le droit. Il est avocat en 1775. Il est membre du Conseil des 200, peu avant les troubles de 82, 1782. Naville est emprisonné avec les ultra-négatifs lors de l'épuration des conseils. À la suite du retour marqué par l'édit de pacification, Naville est élu procureur général de la République de 1783 à 1788. Il est ensuite conseiller d'État chargé de l'organisation de la Chambre de tutelle et de curatelle, et il publie l'État civil de Genève, qui a pour but de démontrer ou de prouver l'efficacité de la justice genevoise de l'Ancien Régime. Retiré de la vie publique après la Révolution de 92, il est arrêté durant la terreur genevoise, il est condamné, il est fusillé. Et voilà les sources complémentaires sur ce François Naville, qui est un personnage, pour nous et surtout pour Bernard Lescas, incontournable. Vous voyez, c'est très important. Donc vous avez toute une petite série de références dans la revue du Vieux-Genève. Le titre, Naville et la Révolution genevoise. Vous avez l'état civil dont on vient de parler. Vous avez les mémoires pour les seigneurs de la Chambre des comptes de monde. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle à la fois des commandes et des initiatives. Souvent, c'est des commandes pour plaire à la société, ou bien des initiatives pour plaire à des auteurs. Vous voyez, on plaît soit aux commanditaires qui sont officiels, soit aux auteurs qui nous demandent un livre. Voilà. Voilà. Alors, sur François Oui, Naville, François Naville. c'est un personnage qui était certainement ultra-conservateur. Son livre sur l'état civil de Genève est très intéressant, je me répète, mais parce que notamment il fait l'éloge de Montesquieu. Et il y a un chapitre sur une belle loi de Genève dont Montesquieu avait déjà fait l'éloge et qui concernait le paiement des dettes des pères par les fils. Je vous y renvoie de ce point de vue-là. Mais surtout, ce procureur général, ce magistrat, a tenté de faire quelque chose. Généralement, on fait le contraire. Il a maquillé en assassinat le suicide de son frère. Généralement, on essaye de maquiller un assassinat en suicide. Enfin, il a fait le contraire parce qu'évidemment, il était à l'époque encore très mal vu de se suicider. Et il y avait des conséquences civiles que d'ailleurs, vu la situation sociale de Naville, sa famille évitera. Mais enfin, pour essayer de
épargner à ses proches cela, il a tenté, mais ça s'est su malheureusement, de maquiller le suicide de son frère en assassinat en plein XVIIIe siècle. Voilà. Et après, évidemment, il a écrit ce livre, très beau d'ailleurs, bien écrit, sur l'éloge de la justice genevoise. C'est quand même assez paradoxal. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on reprenne l'arbre généalogique et que l'on avance? Est-ce que tu peux nous aider? On va tomber sur monsieur... On va changer de génération, on va passer à la troisième génération avec Jules Auguste. Donc Jean-Paul, dit Paul Bard, l'éditeur, n'a pas de descendance. Donc on prend son cousin, François, son cousin Jean, pardon, qui a un fils François, qui a plusieurs fils. Et on arrive à la troisième génération, on a Jules Auguste, qui était un médecin ophtalmologue très connu et qui a reçu comme patient un Américain, M. Rothschild, et qu'il a soigné ou d'une cataracte ou d'un glaucome, je ne me souviens plus. Mais il l'a tellement bien soigné que ce monsieur de Rothschild lui a donné de l'argent pour créer une clinique. Et il y a encore une clinique aujourd'hui, quoi, il n'y a plus une clinique, mais il y a une clinique à la rue de Rothschild. Il y a la clinique, qui était la clinique Bard ou Rothschild peut-être, voilà. Et Jules Auguste a eu un fils, c'est pour ça que je parle de Jules Auguste avant, Edmond. Il a eu plusieurs enfants, dont Edmond, 1874-1959, et qui est vraiment l'archiviste et le journaliste de la famille Bard, et qui a un archiviste assez exceptionnel, parce qu'il a créé 16 grands livres que vous trouvez à la bibliothèque de Genève sur les archives de la famille. Donc lui, c'est vraiment celui qui a concentré et conservé toutes ces ressources sur la famille Bard. Vous avez une page qui lui est consacrée dans votre petit dossier. Vous avez même une esquisse au crayon. Voilà. Vous avez même le bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie. Vous avez une trentaine de pages sur tous les papiers, ce qu'on appelle les papiers d'Edmond Bard. Vous voyez, c'est un travail qui a été un travail de titan, comment on appelle ça, un travail de bénédictin. Oui, tu peux dire deux mots? Non, c'est ça que je voulais dire. Ça a été, tout le recensement a été fait par M. Gando, Jean-Daniel Gando, et qui a recensé toutes les archives et tous les papiers d'Edmond Bard, entre autres, et puis et qui est apparu dans le bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie. En 1974. Et le livre le plus connu de Edmond Bard, c'est celui-là, dont vous avez juste les 12 chapitres, parce qu'on ne peut pas tout mettre dans les papiers, sur les demeures genevoises. Donc il avait fait tout un recensement des demeures genevoises. Et dans les papiers que vous avez les 12 chapitres de ce livre-là, qui est le plus connu d'Edmond Bard. Donc vous pouvez commencer par le chapitre 1, par exemple, la Gara. Vous voyez, au chapitre 12, vous avez Montfleury. Vous avez la description, l'illustration, le dessin de chaque demeure genevoise. Ce travail de titan, exactement comme a fait M. Gando pour faire le répertoire. Et là même, on a trouvé un petit livre d'Edmond Bard, Les demeures de Töpfer. Et ça, c'est exceptionnel. Vous avez toujours l'illustration, le dessin, et vous avez l'explication. Tout est expliqué, voilà. Tous les lieux à Genève où a vécu et écrit Rodolphe Töpfer sont dans ce petit livre, paru en 1944. Ce livre à septembre. Voilà. Suite à Edmond, j'aimerais juste évoquer, quand vous reprenez l'arbre généalogique, il y a Edmond, qui a eu un frère William, et la Régie Bard, qui était très connue à l'époque, c'est William qui l'avait créé. Il a eu un fils, Olivier, qui est décédé l'année dernière. Il est né en 1926, il est décédé en 2013. Et Olivier avait repris la passion d'Edmond, et il a vraiment refait de nouveau des archives familiales. Et je crois que son épouse a tout transmis aux archives d'État. Et il avait vraiment le virus, comme Edmond,
de généalogistes et d'archivistes. Il est mort l'année dernière. Et Bernard Lescas et nous étions à l'enterrement. Voilà. Et son fils est céramiste. Son fils est céramiste. Célèbre. Célèbre dans le monde éditorial. Vous voyez, on a fait une sorte de visite généalogique éditoriale. Maintenant, on va glisser dans une branche, une généalogie théologique. Vous voyez, on va glisser. Alors, est-ce que tu peux nous situer Paul Bard? Alors, tout en restant dans l'édition, parce qu'ils ont aussi édité et écrit, tout théologiens qu'ils étaient, quand vous reprenez le tableau, Jules Auguste, donc c'est le papa d'Edmond, et puis son frère Jean-Édouard, qui était mon arrière-grand-père, a eu plusieurs enfants, dont un Paul Bard, 1866-1926, qui est un théologien, et qui a publié Esquisse théologique de Lessing, qui est un philosophe allemand très connu pour son livre Nathan le Sage, qui met en discussion les grandes religions, et c'est vrai que c'était une des premières fois qu'on mettait en parallèle les discussions des différentes religions. Est paru à Genève en 1889, cette thèse de la faculté de Montauban. Et c'est pas d'ici, hein, c'est de Montauban. Voilà, donc vous pouvez le consulter. C'est la thèse de Paul Bard. Alors, tout va bien jusqu'à maintenant? Alors, on est toujours maintenant dans la ligne théologique. Théologique. Voilà, alors. Et on continue. Son. Toujours sur le tableau l'arbre, donc Paul est ici. Il est l'aîné de Paul II de plusieurs enfants, et mon grand-père, Charles Bard, qui était juge à la cour, que j'ai connu, 1882-1972, a eu 3 fils, dont mon père Alain, théologien aussi, et pasteur et aumônier des prisons, et qui a publié une thèse en 1940, la notion de dogme, d'après Sabatier, Godet et Frommel, pour l'Église évangélique libre, parce que lui, il a fait ses études à Lausanne, à l'université, la faculté de théologie libre, et il a publié, donc ça c'est sa thèse en 1940, et il a publié un livre en 1983 où il retrace un peu sa carrière d'aumônier des prisons, l'évangile raconté par les marginaux d'hier et espéré par ceux d'aujourd'hui. Et je me souviens que chaque été, il faisait son livre, il a mis 10 ans à faire ce livre. Mais il a quand même réussi à le finir. Et à l'éditer, et voilà. Donc, 2 éditeurs. Édité à la Baconnière et édition du Cerf. À Paris, voilà. Donc, À Paris. Donc c'était un homme d'une conscience professionnelle. Il ne prenait jamais une minute de son temps sur sa fonction d'aumônier ou de pasteur pour faire ce livre. Il faisait ça uniquement pendant les vacances d'été. Il partait au sud de la France, il se mettait dans une petite maison, il écrivait scrupuleusement toute son expérience, et son expérience a débouché sur... Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire? Vous avez la photocopie. Alors, est-ce que tu peux nous raconter? Alors, dans les années 70, la compagnie genevoise de navigation voulait vendre le bateau de Genève à un Américain qui voulait remonter sur le Mississippi. Et papa avait appris ça, et il cherchait justement un endroit pour ceux qui sortaient de prison, et, en se disant il faut les réinsérer quelque part, il n'y a pas d'endroit, etc. Et il a trouvé un mécène qui a payé 70 000 francs à l'époque, 1970, pour le bateau. Et ce bateau, le Genève, existe toujours au quai, il est toujours amarré au quai des Eaux Vives, pour les détenus qui n'étaient plus détenus, qui sortaient de prison et qui ont retapé le bateau. L'idée, c'était qu'ils puissent être logés, qu'ils puissent avoir un travail et qu'ils retapaient ce bateau. Et ce bateau, maintenant, a changé, c'est une fondation qui est à la tête d'une association et qui s'occupe des SDF, etc., qui organise plusieurs manifestations. Et vous pouvez toujours louer ce bateau si vous voulez faire des anniversaires, des fêtes, des réunions. C'est toujours d'actualité. Et mon mari a fait un courrier des lecteurs que vous avez dans les documents dernièrement pour dire que le bateau était parti à Ouchy pour se faire réparer et qu'il est revenu maintenant. Et il a rappelé l'origine, comment ça se fait que ce bateau, le Genève, voilà. Et tout par hasard, c'était 100 ans après la naissance. Ouais. Juste 100 ans après la naissance. Mon père était de 1913
Espadot s'est fait réparer et rénover en 2013. Et c'est paru le 11 octobre 2013, exactement 100 ans après la naissance d'Alain Bard, dont on vient de vous parler. Vous voyez? Donc c'est comme une sorte de petit clin d'œil. Voilà. Alors maintenant, on va continuer l'association de la partie éditoriale et la partie rousseauiste. Voilà. Donc vous avez compris que un jour, M. Bard est venu à la maison, il a dit voilà, je vous offre toutes les œuvres de Jean Rousseau. Évidemment, ça a été quand même un moment assez émouvant, parce que de ce moment-là, cela m'a donné un peu une sorte de petite vocation, puisque en lisant Rousseau, vous avez successivement tout un tas d'idées qui vous viennent. Avec le directeur actuel de la Fondation Bruckner, monsieur Jacques Berchtold, un jour nous étions au repas. Et je lui ai dit, mais Jacques, est-ce que tu ne penses pas que lorsque Rousseau dit « Mon père quitta Genève, quitta son épouse et le premier fils, François, et alla pendant 6 ans horloger du sérail. » Ça, c'est la phrase. Mon père quitta Genève, il alla comme horloger du sérail. À la fois, c'est complètement mystérieux, c'est complètement énigmatique, et c'est complètement, on se dit, mais attendez, un homme qui quitte Genève, il quitte sa femme au 40 Grand Rue, et il va horloger du sérail pendant 6 ans. Alors on a fait ça, on a fait un colloque à Istanbul, et on a demandé à 4, 5, 6, 7 conférenciers de dire, écoutez, est-ce que vous pourriez dire quelque chose sur les relations entre l'Orient et l'Occident au XVIIIe siècle? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on part? Pourquoi est-ce qu'on revient? Etc., etc. Donc vous avez une série d'illustrations et de conférences, et même vous avez ce qu'on appelle, on a installé une plaque ici. Quand vous irez à Istanbul, au pied de la tour Galata, il y a ce qu'on appelle un banc. À côté de ce banc, il y a une poubelle, et à côté de la poubelle, il y a une plaque qui est 2 biais, comme ça. Elle ne peut pas être par terre, elle ne peut pas être contre le mur, elle est 2 biais. Et là, c'est marqué, ici, a vécu et travaillé le père de Jean-Jacques Rousseau, le célèbre philosophe. Donc cette plaque a beaucoup de succès, elle est en turc, elle est en français, et ce livre existe en français, et évidemment, il existe aussi en turc. Donc si vous avez des amis turcs, il est bradé pour 2 francs aujourd'hui. Donc vous pouvez le prendre, vous mettez 2 francs, il est à vous. Voilà. Alors je continue la petite explication. Alors le document, voilà ici. Donc, en gros, toujours dans la ligne de Rousseau, on va continuer de lire et puis après on vous donnera la parole. Voilà. Donc, l'une et l'autre, c'est une petite pièce de théâtre que nous avons voulu écrire sur les 2 amours de Jean-Jacques Rousseau, Madame de Warrens et Thérèse, l'une et l'autre. Et cette pièce a été jouée en 2002 dans le parc de Château-Pente. Ensuite, vous savez très bien que Rousseau, pendant 2 ans, il est à Bosset. Alors, ce livre retrace le séjour de Bosset, mais surtout fait ce qu'on appelle un inventaire de qu'est-ce que le pasteur chez lequel il vivait a écrit. Puisqu'on a trouvé ses sermons à la bibliothèque de Genève, on a trouvé les sermons du pasteur Lambertier à Bosset, donc Jean-Jacques Rousseau, tous les dimanches, écoutait le sermon. Et je me suis dit, mais si on réécrit tous ces sermons, peut-être qu'on trouvera quelques éléments que Rousseau reprendra plus tard. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le livre de Bosset qui est ici. Puis ensuite, il y a Portrait posture. C'est ce qu'on appelle une partie, on va dire, artistique. Vous avez une trentaine d'œuvres qui sont toutes commentées à partir de l'œuvre de Rousseau. Vous voyez. Par exemple, ça, c'est le départ de Montmorency. En 1762, Rousseau quitte Paris. Et il quitte le maréchal de Luxembourg et... Ah non, excusez, voilà, qu'est-ce que je dis là. Et, voilà, ici, et je commente ce tableau avec la pensée de Rousseau. Voilà. Donc c'est une sorte de visite qui associe la partie œuvre d'art et la partie littéraire. Puis là, vous avez une œuvre tout à fait originale,
c'est Monsieur Cando qui me dit un jour, écoutez, j'ai trouvé dans les manuscrits non publiés un ouvrage de Jean Rousseau. Ah bon? Parce que Jean Rousseau est un oncle de Rousseau qui vit à Londres et qui fait un texte, vous voyez, le texte est là, ici, qui fait un texte qui dit, mais attendez, les édits de Turgot sont un peu en train de casser, d'éliminer les artisans. Donc, il dit, mais on pourrait faire un article, et il fait un mémoire qui s'appelle, comment est-ce qu'il s'appelle, on va dire, ça c'est la préface, c'est la nécessité et l'urgence, voilà, c'est la nécessité et l'utilité des corps, des maîtrises et des jurants. Vous voyez, c'est un texte qui n'a jamais paru, parce que ce personnage, Jean Rousseau l'a donné à un éditeur, cet éditeur est mort. Donc il n'a jamais paru. Donc c'est M. Cando qui m'a dit, il existe deux manuscrits, j'ai acheté le manuscrit et nous avons édité cela. Voilà, et les deux derniers livres, c'est celui-ci, un livre pédagogique qui explique Rousseau aux 14-18 ans. Donc en 4 heures, vous avez exactement la synthèse de la vie et de l'œuvre de Jean Rousseau. Voilà, tout est là. Et puis il y en a un qui est en préparation, qui s'appelle Délices du pèlerinage, et ça c'est pour notre président. Peut-être qu'un jour, la société aura la chance d'en avoir un ou plusieurs exemplaires pour en faire la promotion. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on pourrait peut-être dire que nous avons fait le tour? Nous avons fait le tour. Si vous avez des documents que vous aimeriez consulter, ils sont ici. Je crois qu'on a fait le tour de ce petit document qui est à vous. C'est Madame Dubois, Claire Dubois, qui l'a photocopié pour vous. Je la remercie infiniment. Et il y a d'autres exemplaires qui sont à votre disposition. Est-ce que vous voulez peut-être aborder des questions? Voilà. Comme d'habitude, vous êtes invité à poser des questions, à demander des renseignements supplémentaires, à utiliser nos autres. Madame Parodi. Est-ce que l'édition Rousseau, finalement, par rapport au texte original, elle est censurée ou pas? Est-ce qu'il y a des passages qui ont été, ou c'est véritablement le texte? Alors, ça c'est une question très très intéressante parce que je crois qu'elle n'a pas été censurée, mais elle est incomplète. Par exemple, la version de Neuchâtel comporte des lettres qui n'existent que dans la version de Neuchâtel, et la version de Paris et de Genève est une version complète. Complète. Effectivement, Rousseau avait demandé que ça soit publié après sa mort. Ça a été publié à sa mort. Et lui, il avait, à la fin de sa vie, à Paris, il avait été dans des salons comme ici, et il commençait à 4 h de l'après-midi, il finissait à 2 h du matin, et il lisait ses confessions. Et il avait les yeux rouges, c'était une force inouïe pour raconter sa vie. Et en fait, il se défendait. Mais, comme il racontait sa vie, et que des personnes qui étaient citées dans les confessions vivaient, la police lui a demandé d'arrêter. Donc il a arrêté de lire dans des cabinets littéraires ses confessions. Mais effectivement, et la spécialiste qui pourrait vous répondre, c'est une demoiselle qui est ici du Japon, qui fait un doctorat sur la correspondance entre Jean-Jacques Rousseau et son père, et certains éléments de son père figurent ou non dans les confessions, et dans les œuvres complètes. Voilà. Est-ce que Clara, est-ce que vous avez une question? Oui, donc vous dites que Rousseau n'a jamais été censuré dans ses publications. Donc il y a plusieurs versions, vous nous avez dit. Des confessions. De ses confessions. Mais il y a plusieurs versions. Donc vous nous en aviez parlé à la Villa Rico, donc, il y a quelques semaines. Alors, il n'y a pas eu de censure du tout, que vous sachiez. À ma connaissance, non. Vous avez des éditions, il y a plusieurs éditions, il y a plusieurs éditeurs qui se lancent, et l'édition la plus complète, c'est celle de Duperroux, après la mort de Rousseau, parce que Rousseau s'était un peu lié à Duperroux en disant, écoutez, vos manuscrits, je les garde ici dans mon coffre, et si vous devez partir à gauche, à droite, persécuté par ceci, vous savez que vous pouvez compter sur les manuscrits qui sont chez moi.
et quand vous m'écrirez, j'aimerais le manuscrit concernant tel événement, je vous l'envoie. Et effectivement, quand il est chassé de l'île de Saint-Pierre, Jean-Jacques Rousseau est tellement préoccupé à quitter l'île de Saint-Pierre, la Suisse, Strasbourg pour aller en Angleterre, qu'il ne peut plus discuter avec Duperroux, et puis Duperroux garde précieusement, et comme Duperroux voit qu'on vient de créer la bibliothèque universitaire de Neuchâtel, il se dit, ben, je vais les confier. Donc il confie au dernier moment, à l'ouverture de la bibliothèque de Neuchâtel, les manuscrits. Donc on a une mine de renseignements inouïe, et là, vous avez des Américains, Darton, vous avez tous les spécialistes qui viennent prendre les manuscrits de Neuchâtel comme des pièces maîtresses pour leurs travaux. Voilà. Est-ce que tu pourrais peut-être compléter, Bernard, sur... Non, moi j'ai rien Non. à dire. Voilà. C'est-à-dire que, en tout cas, Rousseau n'a peut-être pas été censuré à titre posthume, mais de son vivant, Voilà. puisqu'on a brûlé le contrat social devant l'hôtel de ville de Genève, ainsi que lacéré l'Émile, le traité d'éducation, et que d'ailleurs, cette condamnation genevoise faisait suite à la condamnation du Parlement de Paris, qui avait contraint Rousseau à fuir Montmorency pour venir se réfugier en Suisse. C'est pour ça qu'en 1762, Voilà. Rousseau était en Suisse. Il était dans le Val de Travers, il était à Yverdon chez son ami Roguin, à Yverdon, dans la famille Roguin où on a vu la maison. Puis ensuite, il a passé sur Sainte-Croix pour descendre sur le Val de Travers, il est resté 3 ans. Voilà, donc on peut dire qu'à part la prise de corps et ce que Bernard Lescas dit brûler à Paris, à Genève, à Berne, le contrat social et surtout la partie de l'Émile qui s'appelle la profession de foi du vicaire savoyard. Parce que l'Église catholique et les jésuites ne supportent pas la pensée de Rousseau qui dit entre l'homme et Dieu, il y a trop d'intermédiaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Donc ça irrite tout le monde et c'est là qu'on brûle et on censure. Mais le reste, c'est plus tard. Les confessions, c'est beaucoup plus tard. Et voilà. Oui, madame. Je voulais juste dire, enfin, dans quelques petites recherches que j'ai faites dans le temps, il me semble qu'il n'y a pas eu de censure, mais il y a eu des choix. Et donc, effectivement, dans les différentes éditions des confessions, vous voyez que tout d'un coup, il y a des passages où ils ne sont pas au même endroit, ou bien ils sont carrément oubliés. Et donc, vous vous retrouvez, et il n'y a nulle part censure, mais il y a choix. Alors peut-être que cette étude de verra, étant le choix, c'est que certaines ont été pris ou pas pris. Mais il y a quand même